Donc on passe à la deuxième sur les méningites à méningocoque compliquées à propos de 16 cas qui va être présenté par Dr Rajil Ishraq. Bismillahirrahmanirrahim, chers assistants, honorables jurys, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail. C'est avec un grand honneur que je vais vous présenter un résumé de mon travail intitulé Les méningites à méningocoque compliquées à propos de 16 cas, dont on va rapporter l'expérience de notre service sous l'encadrement des honorables professeurs du service de pédiatrie au sein du CHU Mohamed VI de Marrakech. Donc, le plan qu'on va adopter est le suivant. Nous allons commencer par une introduction suivie par patients et méthodes utilisées pour la réalisation de ce travail. Ensuite, nous allons projeter les résultats de notre étude afin de les discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. Donc, en guise d'introduction, la méningite à méningocoque est une pathologie fréquente. Elle représente le tiers de toutes les méningites purulentes en pédiatrie. Elle est la moins pourvoyeuse de complications neurologiques comparativement aux autres méningites. L'objectif de notre étude était de décrire le profil clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif des méningites à méningocoque compliquées. Donc, pour patients et méthodes, il s'agit d'une étude rétrospective concernant tous les patients âgés de moins de 15 ans hospitalisés pour méningite à méningocoque compliquée au service de pédiatrie au CHU Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2010 et mai 2023. Donc, nos résultats étaient comme suit. L'âge moyen de nos patients était de 23 mois. Nous avons noté une prédominance masculine avec un sexe ratio à 2,2. Tous nos malades étaient vaccinés selon le programme national d'immunisation. Dans notre population, la convulsion et la fièvre étaient les signes révélateurs les plus fréquents chez nos malades. Le refus de tétée a été objectivé chez 31% des cas. L'examen physique a objectivé un syndrome méningé dans 38% des cas, un purpura extensif dans 19% des cas, la paralysée et la paraplégie dans 13% des cas. Une ponction lombaire a été réalisée chez tous nos patients qui a objectivé un aspect trouble dans 56% des cas, une prédominance polynucléaire neutrophile dans 94% des cas. L'examen direct a objectivé la présence de coccygramme négatif en diplocoque dans 56% des cas. La culture était positive dans 62% des cas et la PCR a permis la confirmation dans 50% des cas. Le germe le plus incriminé dans notre série était le méningocoque groupe B chez 75% des cas. Une TDM cérébrale a révélé les complications neurologiques suivantes, une hydrocéphalie chez 25% des patients, un OPM cérébral dans 12% des cas et une thrombophlébite dans 12% des cas. Une antibiothérapie par voie intraveineuse à base de ceftriaxone 100 mg par kilo par jour a été instaurée chez la totalité de nos patients pour une durée médiane de 10 jours et le traitement anticonvulsivant à base de valproate sodium a été indiqué chez 44% des cas et le traitement de la thrombophlébite comprend l'héparine avec les AVK. Donc, une bonne évolution sans séquelles a été objectivée chez 9 malades. 4 patients ont gardé un déficit moteur, 3 malades ont développé une épilepsie et un seul malade a été décédé. Donc, pour la discussion, de nombreuses études ont démontré la grande fréquence des méningites à méningocoque chez les enfants moins de 2 ans. Le caractère le plus fréquent chez les nourrissons de moins de 2 ans, constaté dans notre étude, est comparable à celui des données de la littérature, à l'exception de l'étude réalisée en Turquie entre 2015 et 2018, où la tranche d'âge la plus touchée était celle des enfants âgés entre 1 an et 4 ans. On a constaté une nette prédominance masculine parmi les patients de notre étude, ce qui concorde avec les études réalisées en Brésil et à Casablanca. La majorité des manifestations cliniques pédiatriques des méningites bactériennes sont non spécifiques en dehors des grands enfants où un tableau similaire à celui de l'adulte peut être retrouvé. Dans notre série, la fièvre était le signe majeur, ce qui concorde avec les résultats réalisés en Grèce et au Maroc.
Dans notre étude, 50% des cas ont été confirmés par la PCR et 62% des cas par la culture. Nos données sont proches de celles de la littérature, à l'exception de l'accès moins important de la PCR lié à son indisponibilité avant 2018. Parmi les complications radiologiquement décelables des méningites à méningocoque, on retrouve l'hydrocéphalie. C'est la plus fréquente des complications. Elle représente 25% des cas dans notre étude, ce qui concorde avec les résultats de Rux et Hall, et suivi par les ampiums et les gromes. Ce sont des complications fréquentes. Elles représentent 12% dans notre série, ce qui concorde avec les résultats de Karam-Pecos et Hall. L'antibiothérapie constitue le pilier du traitement des méningites bactériennes. Elle doit être administrée dans le plus bref délai possible, et ce même en cas de non-réalisation immédiate de ponction lombaire. Actuellement, la molécule de choix devant la suspicion de méningite à méningocoque est le céphalosporine de 3e génération, et précisément la ceftriaxone, qui doit être administrée par voie intraveineuse pour une durée de 5 à 7 jours, avec une dose de 50 mg par kilo par 12 heures, sans dépasser 4 g par jour pendant 12 jours, puis 100 mg par kg par jour en une seule prise. Pour l'évolution dans notre étude, 18% des malades ont développé une épilepsie, ce qui concorde avec les résultats de la littérature, et un seul décès, ce qui concorde avec le résultat de Sterlo et Hall. En guise de conclusion, la méningite à méningocoque est la forme la plus fréquente des méningites à Neisseria meningitidis. Elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. La survenue de complications neurologiques au cours des méningites à méningocoque reste une situation peu fréquente. Il faut y penser devant un âge précoce et un état de mal convulsif. Et je vous remercie pour votre attention.